La vraie médaille, la seule et unique médaille que j'ai pu gagner sur toutes ces années, sur plus de 20 ans, ça a été celle d'apprendre à me connaître. Une fois que tu as décollé et que tu deviens un bon guitariste, un bon chanteur, un bon judoka, un bon athlète, etc., là, tu trouves du monde. Là, c'est bon, là, c'est facile. Je vais être un peu provocateur avec toi. Est-ce que ça, tu le dis pas parce que justement, tu te poses pas de questions à la fin du mois pour manger? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec David Douillet. On va parler de sa société qui s'appelle Harvey, on va parler de son parcours, on va parler de la résilience dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi l'occasion de parler du financement participatif qu'on est en train d'organiser sur la plateforme Brix.co dont je suis le fondateur. Super projet situé à Biscarros, donc ça va être l'occasion d'en parler. On a déjà parlé hier avec Romaric, ton associé, mais c'est intéressant d'avoir également ton point de vue, ta vision par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes en train de créer et aussi la raison d'être de la société, ce que vous êtes en train de mettre en place. Avant qu'on parle de tout ça, David, je me suis rendu compte que les jeunes générations te connaissent peu. Dans ma boîte, quand j'ai dit « Trop bien, on va financer un projet dont David Douillet est un des associés », moi, tu as bercé quand même une partie de ma jeunesse. Et les jeunes, quand je leur ai dit ça, ils ne savaient pas que tu étais judoka. Donc ça peut être pas mal que... C'est normal. C'est normal, tu vois, les nouvelles générations prennent le relais. Tu es un vieux moyen et moi je suis un vieux tout court. C'est ça. Ouais, tu me fais mal. C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc ce que je te propose, c'est de te représenter finalement, quel a été ton parcours, pour que les gens te connaissent, qu'on sache. Alors moi j'ai en tête double champion olympique, mais j'ai pas envie de dire de conneries, donc je veux bien que tu représentes tout ça. C'est jamais des bêtises. J'ai été athlète de haut niveau dans le monde du judo. J'ai 55 ans, j'ai 5 enfants et j'ai eu cette merveilleuse chance d'assouvir mes rêves de gosse, d'être 4 fois champion du monde individuel, 1 fois par équipe, d'être 3 fois médaille olympique, 1 fois de bronze et 2 d'or, champion d'Europe, champion de France, etc., etc. En fait, d'avoir fait une carrière de niveau que je considère comme être ma grande école. Voilà, c'est toute cette période jusqu'à l'âge de 31 ans. En réalité, je le prends et aujourd'hui, je travaille et je réfléchis et je continue ma vie sur ces fondations-là. Tout ce que j'ai pu apprendre dans cette première vie me sert absolument tous les jours. Et en réalité, on parlait de médailles, ces médailles-là ne sont plus très importantes. La vraie médaille, la seule et unique médaille que j'ai pu gagner sur toutes ces années, sur plus de 20 ans, eh bien, ça a été celle d'apprendre à me connaître, savoir qui je suis, ce que je suis capable de faire et comment je peux le faire et comment je peux progresser. Voilà. Et c'est tout. Et ça, une fois que tu as ce mode d'emploi qui t'appartient, que tu as expérimenté dans ce domaine, tu as fait cette grande école, ce grand apprentissage, eh bien tu peux le dupliquer dans plusieurs vies. Et j'ai cette chance d'avoir eu plusieurs vies. J'ai eu une vie d'entrepreneur, j'ai eu une vie dans le monde des médias, j'ai eu une vie dans le monde politique, j'ai eu une vie à nouveau dans le monde de l'entrepreneuriat à travers Harvey. Et ce que je fais, c'est très très simple, c'est que chaque vie ou chaque domaine a ses codes, son langage, sa technicité, eh bien j'ai juste à apprendre ça et je le superpose à ce que j'ai pu apprendre dans ma première vie et ça fonctionne. Voilà. Et à chaque fois ça fonctionne. Bien. Alors, avant de rebondir sur Harvey et ta vie entrepreneuriale, moi ce qui m'a marqué, c'est que très tôt j'ai eu l'impression que tu es parti dans l'associatif avec les pièges jaunes. Ah oui. Pour redonner. Et effectivement, ça peut être intéressant que tu nous parles aussi de ton parcours politique, parce que tu te mets, quand tu fais de la politique, au service de la communauté, au service du peuple. Et donc, on est en train d'introduire aussi ce que vous faites aussi avec Harvey et quelle est la raison d'être. Mais en fait, j'ai l'impression que tout est lié dans ton parcours. Oui, c'est un lien. C'est un lien, en fait. Le fait de redonner. Pourquoi j'ai fait la politique ? Parce que j'ai voulu redonner à mon pays ce qu'il m'avait offert. Give back, comme diraient les Américains. Voilà, c'est ça, give back. Depuis ma tendre jeunesse jusqu'à cette possibilité d'accéder à mes rêves, si j'ai eu cette chance de naître en France et qu'il m'ait donné tout ce qu'il fallait pour réussir,
eh bien, il fallait à un moment donné que je puisse lui rendre ça très modestement. Et ça a été ma motivation pour faire de la politique, être au service des autres. Comme au départ, à travers l'opération des Pieds jaunes, faire en sorte que ces médailles gagnées servent à quelque chose et pas simplement un seul individu. Voilà, on gagne des breloques, à un moment donné, il y a une notoriété qui se développe, au moins faut qu'elle rende service. Et c'est exactement mon état d'esprit, l'état d'esprit que j'ai pu avoir lorsque j'ai démarré cette opération avec Bernadette Chirac, et ce pendant 13 ans. On a fait des choses incroyables. L'idée, c'était de faire en sorte que les enfants hospitalisés, les enfants malades donc, puissent vivre dans des conditions optimum au sein de l'hôpital. Et l'hôpital n'est pas fait vraiment pour eux. Donc il fallait tout aménager, y compris pour les parents, pour qu'ils soient proches de leurs enfants. Enfin bref, faire en sorte que, voilà, il y a une efficacité qui aille au-delà d'un résultat personnel. Et c'est ce qui se passe dans Harvey aujourd'hui aussi. C'est la même philosophie. C'est-à-dire que on a une société, on la développe, on fait de l'immobilier, on crée, on construit, on va exploiter des résidences, pour les jeunes en particulier. Mais s'il n'y a pas un côté social à l'intérieur, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens, en fait. Il faut apporter quelque chose à la société. Il faut aller plus loin que le business. Il faut apporter une âme à tout ça. Et s'il n'y a pas ça, aujourd'hui, j'ai 55 ans, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Oui, c'est ce que tu me disais en aparté de ce podcast, c'est que s'il n'y a pas une raison d'être forte, voilà. C'est juste un investissement comme un autre. C'est ça. Et je ne le fais pas, en fait, je ne m'engage pas de manière opérationnelle. Donc juste pour qu'on repose un peu les bases par rapport à Harvey, je vois que tu veux y aller rapidement, je reviendrai sur ta vie d'avant. Mais donc Harvey, vous créez des lieux de vie, donc des immeubles ou des complexes, des résidences dans lesquelles il va y avoir entre 50 et 300 appartements. Oui. Plutôt des appartements aidés pour une certaine population, soit des jeunes qui commencent dans le sport, soit des saisonniers par rapport à l'opération de Biscarrosse, par exemple. Organisés autour d'espaces conviviaux qui vont permettre de réunir les personnes. Donc on est sur du co-living, mais avec des services additionnels. Par exemple, votre marque de fabrique, c'est le dojo, pour que les gens puissent se retrouver autour de ça. Le dojo, on retrouve la carrière de judoka derrière de pas mal des associés qui font le projet. Mais à côté de ça, vous avez pris un engagement fort chez Harvey qui est de reverser dans une fondation 1% de tout le chiffre d'affaires que vous générez à l'année. 1%, c'est ce qu'on se disait hier avec Romaric, et moi je lui faisais la remarque, c'est beaucoup, parce que dans l'immobilier, on est rapidement sur des chiffres d'affaires colossaux, avec des très petites marges. Donc quand tu viens retirer, non pas sur ton bénéfice, mais sur ton chiffre d'affaires, ça peut vraiment t'imputer ta marge. Donc c'est un vrai engagement fort. Et c'est notamment ça qui vous permet aussi de discuter avec certaines collectivités, certaines communes, qui ont envie aussi d'avoir cet engagement en travaillant avec vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment c'est arrivé? Quelle a été la genèse du projet Harvey? La genèse du projet Harvey, c'est 3 anciens athlètes, 3 judokas qui ont fait du haut niveau. David Inkel, Romaric Godmer et moi-même. Il y a Myriam qui est là, mais qui n'a pas fait de judo, mais elle a autant de qualités que nous 3 réunis. On est 4. Bref, et cette réflexion que nous avons, c'est de dire, mon Dieu, mais il y a 35 ans, lorsque nous cherchions nous-mêmes un appartement à Paris ou ailleurs, lorsque nous étions des saltimbanques du sport, on n'avait pas encore réussi notre carrière. Mais bien sûr. Et qu'il fallait louer un appartement, et ça, on rentrait dans aucune des cases d'un loueur. Donc on trouvait rien. Notre dossier n'était jamais pris en compte. C'était une horreur. Et quand on était logé dans des taudis ou à 50 km de ton lieu d'activité. Donc, et le truc, c'est que 35 ans plus tard, ça n'a pas avancé d'un pouce. Donc on s'est dit stop, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Ça, c'est la genèse. D'où le concept est né de cette vision-là, en se disant, nos jeunes aujourd'hui, les mètres carrés sont chers partout, à acheter. Hein. Les parents n'ont peut-être pas suffisamment les moyens. Les jeunes sont isolés ou balancés d'un appartement ou d'une résidence étudiante ou d'une CTU, etc. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'une vie équilibrée.
Parce que ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est beaucoup. Dans leurs études, comme dans leur premier job. Et quelquefois, ces jeunes ont un double projet, comme nous l'avions à l'époque, avec un futur peut-être métier passion, une activité passion, que ce soit du sport ou de la culture ou ce qu'on veut. Tu n'étais pas obligé d'être sportif de haut niveau pour rentrer. Bien sûr que non. Oui. L'idée, c'est qu'il faut qu'on aide ces jeunes qui démarrent leur vie. Il faut qu'ils soient bien logés avec des services, logés où ils peuvent faire du sport, d'où le dojo. Alors le dojo, évidemment, ils ne vont pas faire du judo, hein, ils peuvent en faire s'ils veulent, mais un dojo, c'est en réalité une salle de sport avec une ambiance, une atmosphère assez particulière. Et on aime rendre cette atmosphère dans nos résidences. Il y a toujours un restaurant, il y a toujours une zone de coworking, on peut travailler ensemble, partager des expériences, et le tout est ouvert toujours sur la ville, sur l'extérieur. Oui. C'est pas, y a pas. Tu peux venir au restaurant et être logé ailleurs, tu peux venir faire du sport et être logé ailleurs, tu peux venir coworker avec tes potes qui sont dans la résidence et vivre ailleurs. Bon, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est cette qualité de vie à l'intérieur, quelque chose qui soit ouvert vers l'extérieur, et des gamines et des gamins qui ont une solution pour se loger, et une solution de qualité, voilà. Et qui plus est, qui correspondent à leur mode de vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, il a besoin de bouger. Il aura peut-être besoin de partir à l'étranger 3 mois. Il aura peut-être besoin d'aller en stage 4 mois ailleurs, etc. Et ça, cette flexibilité, il l'a chez nous. Il n'est pas scotché avec son appart qu'il a pris lui-même, où il a fallu qu'il ouvre son compteur d'eau, son électricité, son wifi, son truc. Il va être obligé de payer les 2 mois sur lesquels il n'est pas là l'été parce qu'il est parti travailler ailleurs ou je ne sais quoi, etc. Là, il nous dit « Eh oh les copains, je pars 3 mois, je reviens dans 3 mois, c'est fini. » Il revient dans 3 mois, ou il ne revient pas, ou peu importe, il reste 6 mois, il reste 6 mois, il reste 8 mois, il reste 1 mois, 15 jours, peu importe. C'est une totale flexibilité. Moi, j'ai envie de te challenger par rapport à ça, c'est que dans ces espaces de co-living, parce qu'on voit quelques sociétés parisiennes qui en ont lancé, on se retrouve avec cette flexibilité que tu décris, mais avec des tarifs qui sont vraiment prohibitifs et qui sont inaccessibles aux jeunes que tu décris. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir des tarifs aidés? Si oui, est-ce que c'est pris en charge en partie par la ville, par l'État? Comment vous faites pour arriver à équilibrer et à faire mieux finalement que des acteurs privés qui existent déjà? On ne va pas dévoiler tous nos secrets, parce qu'on en a. Mais juste pour commencer à effleurer les choses et parler un peu chiffres, lorsqu'on négocie, parce qu'on ne demande pas d'argent à personne, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien de tout ça. Moi, j'en veux pas, c'est totalement privé. Je veux qu'on soit libre, voilà. Et si on a envie, nous, d'abonder un fonds comme on le fait avec 1% pour le sport, c'est de notre propre initiative. Voilà. Il n'y a pas de région, de département, de caisse, il n'y a rien de tout ça. On maîtrise complètement notre affaire. Okay. Voilà, ça c'est extrêmement clair. Mais la première chose qu'on a, c'est-à-dire que comme on a une action sociale très importante vis-à-vis des jeunes, des locaux, de ceux qui vivent dans des associations sportives ou culturelles d'une ville, ça nous permet de pouvoir négocier, entre autres, nos terrains d'une façon optimum. Donc, au bout du tuyau, des loyers qui correspondent aux loyers du secteur, avec des services en plus. Pour être clair, un gamin qui vient chez nous, il n'a pas besoin de payer ses meubles, il n'a pas besoin d'ouvrir ses compteurs, etc. Globalement, ça va lui coûter moins cher sur à peu près 18 mois, 24 mois, que d'être chez nous, que d'avoir un appartement classique, tout seul. Vous avez fait les maths. Et... Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que c'est une vision qui est assez pragmatique. On en revient toujours à l'immobilier. Pour bien vendre, ou en tout cas pour bien exploiter, il faut bien acheter. Oui. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que et ça revient aussi à ce que me disait Romaric, c'est que vous n'êtes pas dans une pression du développement effrénée. Et donc, si vous devez ouvrir 4 nouveaux centres ou seulement 2 par an, vous ne mettez pas la pression par rapport à ça. Donc, on négocie bien au début l'acquisition du terrain parce que c'est ce qui va nous permettre de bien construire et de louer à tarif abordable. Exactement, d'être respectueux de ce qui va se passer et pas être dans des espèces spéculatifs qui n'auront plus de sens. Et c'est aussi une manière de respecter les personnes qui vont nous faire confiance et qui vont investir à nos côtés. Voilà. Ils sont sûrs d'avoir un produit avec nous de bons pères de famille, voilà, qui est bien réfléchi, bien géré, qui ne sera pas excessif, sur lequel il y aura toujours un retour sur investissement qui correspond à la réalité
et qui ne correspondra pas à une réalité spéculative. Moi, ça m'amène à deux questions. C'est concrètement, toi, c'est quoi ton rôle opérationnel dans une structure comme celle-là et comment tu as réussi à faire cette transition, tu vois, de créer une boîte qui va quand même avoir beaucoup de salariés, parce qu'on va parler de 20 à 30 employés par centre. Donc avec la multiplicité des centres, ça va faire du monde à manager. Donc comment tu passes d'une carrière où finalement on t'apprend uniquement à être sur un dojo et à faire du judo, tu vois, cette transition. Alors on l'a vu tout au long de ta carrière qu'il y a eu une transition progressivement vers le give back, mais aujourd'hui ton rôle opérationnel dans une structure comme Harvey? Mon rôle opérationnel en tant que vice-président, David Hinkel est président, je suis vice-président, Romaric est directeur général. Okay. Voilà. Comment ça s'est passé? David, lui, a fait toute sa carrière professionnelle dans le monde de l'immobilier. Il a déjà plusieurs expériences immobilières, notamment dans le monde des seniors, puis dans le monde des étudiants, deux entités différentes où il a eu des succès. Il a été exploitant dans ces deux univers-là, donc il a toute l'expérience. C'est la raison pour laquelle on est ensemble avec Romaric. Voilà. On ne s'est pas improvisé du jour au lendemain. Oui, c'est pas trois potes qui se rencontrent. C'est pas trois potes, on fait la fin d'une soirée, etc. Ça n'a rien à voir. C'est des additions de compétences. Voilà, j'imagine c'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement sérieux. Moi, mon rôle, c'est... Je sais comment une ville, une zone de vie, de par ce que j'ai pu faire dans toute ma vie, doit... je sais... comment je vais expliquer ça? Je sais comment fonctionne l'aménagement d'une cité. L'aménagement urbain. Comment ceux qui sont en responsabilité, quels que soient les exécutifs, que ce soit des exécutifs municipaux, des collectivités locales, type communauté de communes, agglomération, ou département, ou région, je sais comment tout ça fonctionne pour prévoir et anticiper la vie du citoyen de demain. Ok. Bon. Et à partir de ça, je connais le langage de cet univers, je connais le fonctionnement de cet univers, et donc ça me permet d'avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer à tel et tel et tel et tel endroit, selon la zone, selon le développement économique de telle ou telle zone, selon l'existence, voilà. Donc c'est une étude d'abord qui nous est propre, approfondie, d'un territoire sur lequel ensuite on prendra contact avec les responsables de ce territoire pour leur apporter notre concept. Et de là, on rentre dans un côté explication, éducation, compréhension, et ce qui a d'extrêmement important, c'est qu'on arrive avec notre étude de marché, on va dire ça comme ça, notre vision, et tout de suite, on ne fait qu'écouter l'expertise de ceux qui sont sur le territoire. Et on considère que leur parole est bien supérieure à la nôtre. Donc en fait, on en rentre tout de suite dans un processus de co-construction ensemble. Ce qui fait que le résultat, c'est d'avoir des emplacements premium, où il y a les moyens de transport, où les jeunes seront logés dans de bonnes conditions, et où la vie sera agréable. C'est ça, en fait, le résultat. Le résultat, c'est, à chaque fois, sur chaque résidence, on se dit, si moi je vais habiter là, est-ce que je vais vivre heureux? C'est aussi simple que ça. Moi, j'aimerais te poser une autre question par rapport à ça. Tu as un look un peu rebelle. Je trouve que tu ressembles un peu à un rocker au premier abord. Ouais. Et en fait, je trouve que peut-être tu as l'air très posé, mais ce côté rebelle, tu l'as peut-être un peu au fond de toi, dans la mesure où je me dis, David Douillet, qui a une personnalité publique, à chaque fois dans sa carrière, il a pris du risque. Oui. Et il a réussi à le maîtriser. Tu vois, quand tu repars en politique,
tu prends le risque de t'exposer aux oppositions qui vont te tracher, qui vont parler en mal de toi. Tu repars dans un projet où finalement tu travailles avec des communes qui ont envie de te suivre parce qu'il y a vraiment une raison d'être forte, mais tu n'as pas le droit de te louper. Parce qu'en fait, si tu fais une résidence qui est pourrie, tu sais que tout le monde va te tomber dessus en termes de notoriété. Donc c'est vraiment audacieux de ta part à chaque fois, et je ne dis pas ça pour t'encenser. Et ma question derrière, c'est est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que tu dis il faut vraiment que je change les choses radicalement parce que c'est comme ça que je peux apporter? Tu vois, qu'est-ce que tu te dis à chaque fois? La vie ne vaut d'être vécue que comme ça. Oui. C'est la vie d'un athlète. Tu remets Tu remets ton jeu en titre. Tout en titre dès le lendemain, quoi. Tu es champion olympique le dimanche soir et le lendemain, tu démarres une nouvelle Olympiade. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu prends des risques en permanence. Une vie sans risque n'est pas une vie, en fait, pour moi, c'est ma philosophie. On doit se remettre en question, on doit créer, on doit innover, on doit explorer des territoires inconnus, on doit les comprendre, on doit les apprendre. Ça, c'est la vie, c'est la vraie vie. La curiosité, c'est la chose la plus importante. Et si aujourd'hui, je m'éclate et on s'éclate, nous, ces 4 associés, plus tous nos collaborateurs dans cette affaire-là, c'est que on crée quelque chose. Parce qu'on va parler de murs, on va parler de co-living, on va parler d'aménagement, etc., etc. Mais c'est bien plus que ça. On crée une âme, on crée une communauté, on crée un concept. Ça va bien au-delà de ça, croyez-moi. Donc, c'est vrai que quand on a nos tableaux Excel, il y a des chiffres, etc., etc., etc. Mais ce qui est créé, parce qu'on va exploiter nos résidences, ça va être tout le cœur du réacteur, en fait. Ce dont on parle là, de manière un peu sèche et brutale, c'est le cadre, voilà. Mais tout ce qu'on va insérer dans la façon de vivre, dans la façon de se lever le matin, dans la façon de servir les gens, dans la façon de les accueillir, dans la façon de les connecter entre eux, dans l'état d'esprit qui va régner, dans cette simplicité du rapport, cette modestie de la relation qu'on va mettre en place. Et bien sûr, ça va être extrêmement positif en fait, comme ça a pu être tout au long de notre vie. Je parle de tous les associés. C'est notre état d'esprit qu'on va mettre c'est notre cœur, c'est notre âme. Et c'est ça qui est le plus important en fait, qui est le plus dur à le faire comprendre. Ouais. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on est très attaché à ce qui est ce côté sociétal, social, pour aider nos gamins qui méritent qu'on les aide, parce que ils vont mener de front 2 trucs en même temps, leurs études et leur passion, ou un premier job et leur passion, etc. Ils n'ont pas encore réussi à décoller dans leur passion, peut-être le feront-ils jamais, mais au moins, ils ont le mérite d'essayer, c'est le plus important. Et c'est le moment où ils en auront le plus besoin, c'est là où il y a le moins de monde. Une fois que tu as décollé et que tu deviens un bon guitariste, un bon chanteur, un bon judoka, un bon athlète, etc., là, tu trouves du monde. Là, c'est bon, là, c'est facile. Mais la phase où tu es sur la piste, là, et tu commences à mettre l'accélérateur à fond, c'est là le plus difficile. Et c'est là où on est, nous. Ouais. En anglais, les Anglais, ils parlent de tipping point. C'est le point d'inflexion qui te permet vraiment de cranter. Et des fois, il te faut juste la petite étincelle. Exactement. Et on veut faire partie de cette étincelle-là. Ouais. Qui va faire qu'en fait, il y a des jeunes qui, potentiellement, dans le mauvais cadre, ne vont pas performer. Et grâce à toi, ça va être des champions olympiques. Et il faut quelquefois 3 fois rien. 3 fois rien, oui. 3 fois rien. Juste une tape dans le dos, des fois. Juste une tape dans le dos, un regard, le fait d'être bien, le fait de pouvoir se dire je rentre chez moi, je suis tranquille. Ouais. Je suis en sécurité. Tu vois, j'ai rencontré un garçon qui faisait partie de la société d'aménagement sur un territoire, etc., qui, lorsqu'on a passé les actes chez le notaire pour acheter le foncier, n'avait pas totalement compris notre concept. Et le notaire nous a posé des questions, parce qu'il était assez curieux. Donc on lui a expliqué tout ce que je suis en train d'expliquer. Et le type, à la fin, m'a dit « Moi, j'ai une fille... moi, ça me plaît parce qu'elle sera en sécurité chez vous. » Ok. On n'y avait pas pensé, forcément, tu vois. Il y a du monde, oui, il y a un responsable de site, il y a un gardien, Ah oui, ça me va, ça. Elle sera en sécurité avec vous.
Voilà. Ouais, c'est assez intéressant en fait, c'est des peurs assez primaires, mais tu as besoin d'y On répondre. n'y avait pas Ouais. pensé, jamais. On a pensé à ça. Tu vois. Oui, ou mon enfant, il mangera bien, il Oui, aura une cantine il mangera équilibrée, bien. S'il le désire, il a la il fera possibilité du sport. de faire du sport. Il pourra travailler en groupe s'il le désire. Mm. Il pourra être chez lui s'il le désire, tout seul, s'il voit personne, il est chez lui tranquille. Il pourra amener des gens. Enfin, c'est un lieu de vie, quoi. Voilà. On fait souvent le reproche à la vie publique, donc à la politique, de finalement pas avoir suffisamment de latitude pour faire évoluer les choses. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais tu as été député ministre. Ouais. Est-ce que tu as été frustré justement par des fois un manque de latitude suffisante et est-ce que c'est ce qui t'a amené à faire de l'entrepreneuriat et à te lancer dans le privé ou... Non, parce que j'en faisais avant. Ok. J'ai démarré ma vie professionnelle. J'étais encore athlète que je créais déjà ma première entreprise, qui existe toujours d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est la fibre entrepreneuriale, j'ai toujours Tu eu. l'avais. Voilà, c'est pas le problème. En revanche, lorsque tu découvres la vie publique, lorsque tu as des fonctions dans des exécutifs, quels qu'ils soient, tu te rends compte que, eh ben, il faut que tu t'accommodes de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, quoique, dans le privé, notamment l'administration. Voilà. Quand tu es, par exemple, dans un gouvernement, tu es ministre, bon, bah, là, ouais, tu as une administration qui est en charge de ton secteur. Et donc, tu dois la mettre dans la bonne configuration pour qu'elle traduise ce que tu as envie qu'on fasse, ou tes projets, etc. Et ça, c'est rien d'évident là-dessus. Ouais. C'est très compliqué. Au même titre qu'un chef d'entreprise Ah oui, peut être confronté. je me dis, ton staff en plus, quand tu arrives dans une administration comme ça, ils ont peut-être l'habitude d'avoir des choses très protocolaires. Toi, tu arrives en tant que sportif. Est-ce qu'il n'y a pas un temps d'adaptation où il faut que Non, parce que c'est-à-dire que toi, tu es ministre, ensuite, tu as un cabinet. Ouais, tu as ton DIRCAP. Et après, là, tu constitues ton cabinet. Donc, ton cabinet, tu le fais par rapport à ce que tu es, ton image, la façon dont tu veux aborder les choses. Et puis après, tu as l'administration qui, elle, reste et est toujours là. Voilà. Et ton cabinet, en fait, c'est le sas entre toi et ton administration. Même si tu t'adresses directement à elle, c'est eux qui font le lien quotidien sur tous les sujets. Okay. Voilà. Et qui vérifient justement les avancées des projets qui sont menés. On a une administration, au sens large, efficace, très experte, peut-être trop. Ouais. Quelquefois qui s'auto-alimente elle-même, et qui, au bout du compte, mais dans un souci de bien faire. C'est pour ça que je suis très mesuré dans ce que je dis, parce que c'est exactement mon ressenti de ce que j'ai pu vivre à cette époque. Dans un souci de bien faire et de trop bien faire, on arrive quelquefois dans des situations où on ne peut plus avancer, où elle se bloque, où elle bloque les choses. Voilà. Donc en fait, là, il faut stopper, revenir à la raison, reprendre un peu de recul, faire prendre une vision beaucoup plus large à tout le monde et dire, attention, regardez, là, vous avez été tellement pointu sur un truc que le système s'est bloqué. Donc il faut reprendre du large parce que ça doit vivre, ça doit se développer et vous devez en fait ne pas n'être que punitif vis-à-vis de la société civile, mais les éduquer à. Ouais, c'est intéressant comme vision. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en plus, tous les fonctionnaires que j'ai pu rencontrer n'ont pas cette sensibilité, enfin très peu, n'ont pas cette vocation à être des tables dures, des pères fouettards, etc. etc. Ils aiment bien expliquer, ils aiment bien partager, faire comprendre leur savoir, le pourquoi, montrer à un chef d'entreprise ou à une personne, voilà pourquoi on a décidé ça, parce que le résultat de ça, au bout du compte, bah, ça donne ça, et c'est pas bon. Ah ok, d'accord, je comprends. Donc dans l'éducation et l'explication, dans la pédagogie en réalité, on trouve beaucoup de solutions. Et aujourd'hui, on se devrait d'avoir... Mon sentiment qui est externe à tout ça, c'est que c'est
souvent la non-volonté de prendre la responsabilité d'un sujet qui fait que tu arrives à des situations qui sont bloquées parce qu'on essaye justement de se baquer tous de manière individuelle. Et donc, pour ne pas prendre la responsabilité d'une décision qui serait prise trop rapidement, on en arrive à beaucoup de bureaucratie et d'administratif. Et à des blocages. Et à des blocages. Oui. Donc, il manque une fibre même entrepreneuriale au niveau de la fonction publique. C'est une conviction personnelle. On pourrait le dire comme ça. Oui, bien sûr, on peut le dire comme ça. Et on pourrait dire aussi qu'il y a un manque, quelquefois un manque de souplesse dans toute cette architecture. Voilà. Il manque des passerelles entre privé et public, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais si on revient sur Harvey, le projet La Confidence, donc c'est un projet à Biscarrosse. Moi, je veux bien que tu nous en dises un peu plus, parce que ce qui est assez intéressant sur ce projet-là, on le disait également en aparté, le projet va être ouvert à de la location courte durée pour l'été, donc de manière estivale, sur les saisons estivales. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau de qualité qui doit être à la hauteur de résidence de tourisme, tout en accueillant des personnes qui sont des saisonniers, donc qui sont là pour la saison, pour travailler dans les restaurants, dans les hôtels, parce que c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de la commune. Il manquait de place pour loger ces saisonniers qui se retrouvent potentiellement à aller dormir dans des tentes au bord de la route. Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a un grand écart. Comment vous le gérez et comment ça se combine en fait, comment ça vit ensemble? C'est assez simple. En fait, l'initiative de cette affaire-là, c'est d'abord avoir une vraie écoute vis-à-vis de l'élu. Et lorsqu'on arrive avec notre concept, parce que le siège est à Bordeaux, donc cette proximité avec Biscarrosse, elle est assez naturelle, l'élu nous renvoie cette demande en disant, voilà, moi j'ai un vrai problème, je n'arrive plus à loger mes saisonniers. Le cercle des commerçants, l'union des commerçants, ne sait plus par quel bout prendre ce problème, etc., etc. Est-ce que vous avez une solution? Donc on réfléchit et on se dit, voilà, des saisonniers pour une ville, une station balnéaire, c'est vital. Je veux dire, c'est les rouages d'un bon accueil, c'est les rouages d'un commerce qui répond aux attentes de ceux qui viennent visiter, etc. Enfin bref, c'est une pierre essentielle à cet édifice touristique. Donc, plus ces personnes qui viendront travailler de manière saisonnière dans des saisons auront une vie agréable et une vie de qualité, et meilleurs ils seront dans leurs activités, etc. Enfin, on rentre dans un cercle vertueux. Donc pour nous, un saisonnier, c'est une personne qui doit avoir le même niveau de qualité que quelqu'un qui vient passer un séjour pour se reposer. J'aime bien la notion de cercle vertueux, parce que là c'est pénurique les saisonniers. Toutes les stations balnéaires ont des difficultés à recruter des personnes pour la saison d'été. Et comme tu dis, ça va être déterminant pour la qualité de service vis-à-vis du touriste qui vient une semaine à Biscarrosse. Et donc si tu n'as pas ça, les touristes ne reviennent pas. Ouais. Et si par contre les saisonniers sont bien accueillis, ils ont envie de revenir à Biscarrosse l'année prochaine, parce qu'en fait les saisonniers en général ils font des saisons l'été, l'hiver et ils alternent, et donc s'ils sont bien à Biscarrosse, ils reviennent à Biscarrosse, ça crée un accueil qui est sympathique, les touristes reviennent et donc la pompe est amorcée. La pompe est amorcée, c'est vertueux pour la ville qui va avoir des rentrées d'argent supérieures parce que le chiffre d'affaires des commerces est... Absolument. Donc je le comprends bien. Et donc on équilibre au fur et à mesure de l'année où il y aura besoin moins de saisonniers, avec une ouverture plus sur les touristes qui viendront tamponner financièrement le bilan de l'année sur l'ensemble de la résidence. Ok. Avec peut-être possibilité d'avoir aussi je ne sais pas s'il y a des étudiants trop à Biscarrosse, moins. Des jeunes moins. Ouais. Mais les étudiants sont les saisonniers. Bon, ce qu'on a dit hier avec Romaric, c'est que
On organisera un pot sur l'ouverture de la résidence avec les investisseurs de BRICS pour justement que les gens puissent voir le niveau de qualité que vous avez sur la construction, que ça encourage aussi certains des investisseurs à potentiellement louer des studios, des résidences, des appartements qui seront au niveau de la résidence et à découvrir cette belle ville qui est Biscarrosse. Ouais, et leur dire aussi que, parce que c'est tellement vrai, c'est pas qu'un investissement financier, c'est un investissement... social. Ouais, social, ouais. C'est donner du sens à son épargne. Donner du sens à son épargne. Il n'y a pas que l'aspect fric. En fait, chez nous, quand vous investissez 10 euros, c'est 10 euros qui ont un sens, en fait. Voilà. Et qui vont aider aussi. Voilà. Qui ne sont pas... simplement qui ne viennent pas vers celui qui possède ces 10 euros et qui les prête pour obtenir autre chose, mais ça va aider à d'autres personnes. Voilà, c'est 10 euros qui se démultiplient. C'est là que je vais faire le petit disclaimer. Investir comporte des risques, donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais comme le dit David, potentiellement ces 10 euros vont créer le prochain médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Donc, peut-être. Ouais. Donc vous avez un réel impact en accompagnant ce projet. David, hier j'ai eu plein d'anecdotes de la part de Romaric à ton sujet. Il me faut l'appareil. Donc quelle a été finalement une des situations un peu cocasses, un peu drôles, tu vois, avec Myriam, David, Uncle, Romaric, qui se sont déroulées, tu vois, ou quelles ont été les galères par lesquelles vous êtes passés, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Des galères, pas trop en fait, parce qu'on on a un état d'esprit où, on n'est pas du tout dans le syndrome de l'autruche, hein, mais dès qu'on rencontre des difficultés, et on en a au quotidien, plus ou moins grandes, c'est normal, c'est la vie des entrepreneurs et surtout de ceux qui créent, on n'aborde jamais les choses comme un problème. Voilà, on a une situation qui se complexifie, dans laquelle il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, et on ne parle pas de problème. On a un problème, mon Dieu, non. Comment on fait pour résoudre cette complexité ? Ce ne sont que des complexités. C'est une addition de complexités qui font que, voilà. Mais à aucun moment, on se projette dans quelque chose qui pourrait sous-entendre l'arrêt, qui pourrait sous-entendre le stop. Non. On a une complexité, comme une espèce voilà, il y a des fils qui s'entremêlent. On a un nœud. Bon, alors voilà, par quel bout on commence ? Et on essaie de dénouer tout. Et on continue. Voilà. On a un autre nœud. Et ben voilà, ouais. Et on continue. Voilà. On n'a jamais cette vision de stop, d'arrêt, de truc. Voilà. On a un cap à passer, un carrefour à passer, etc. Il y a une solution au problème. Il y a toujours une solution. Ouais. Et il suffit d'aborder les choses comme ça pour... je ne veux pas faire du coaching de comptoir, mais souvent, quand on parle de problème, ça sous-entend... voilà, stop, on a le nez dans le pare-brise. Non, on n'est pas du tout comme ça. On avance toujours. Et même si quelquefois on est très ralenti, si on a du mal à trouver la bonne ficelle pour commencer à dénouer le truc, eh ben on prend le temps, on réfléchit, on prend du recul, etc. Et puis on continue à avancer. Et ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne bien. Parce que ça nous permet d'être solide, ça nous permet d'être sage, ça nous permet d'être responsable, ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Cette attitude-là nous permet aussi de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de problèmes. Mais je vais être un peu provocateur avec toi. Est-ce que ça, tu le dis pas parce que justement tu te poses pas de questions à la fin du mois pour manger. Tu vois, je me dis, les entrepreneurs qui nous écoutent, parce qu'on a quelques entrepreneurs qui écoutent ce podcast, effectivement, ils sont peut-être plus à même d'être rapidement en zone de stress, parce que les problèmes qu'ils vont rencontrer, c'est des problèmes qui les empêchent de gagner suffisamment d'argent pour bouffer à la fin du mois, hein, si on le dit de manière crue. Ouais.
Est-ce que nous qui avons une petite réussite, on n'est pas un peu les vieux cons qui donnent des leçons, tu vois Non, parce que très sincèrement, j'ai été dans cette position-là. Et très tôt, tu vois, quand tu es athlète, si tu réussis pas ton championnat pour te qualifier à ton truc, t'existes plus, t'es mort, c'est fini. Et à la fin du mois, t'as plus rien. Hein. Les aides, les machins, les trucs, le club, la bourse, fini, hein. Zéro. Hein. Donc tu es toujours dans ce truc-là. Il y a un truc qui est fondamental, le stress, ça sert à rien. Strictement à rien. Et c'est très facile à balayer tout ça pour garder l'esprit clair, l'esprit posé, l'esprit efficace. C'est que le stress, c'est toi qui le construis. C'est ça. Donc, oui, c'est l'intérieur. C'est ta construction. C'est ça. Donc tu peux le déconstruire sans aucun problème. Tiens, ben, ça me permet de rebondir sur ce développement. De t'épurer de ça pour t'attacher à l'essentiel. Et ça, tu te l'as dit très tôt. Tu vois, maintenant, avec le recul et toutes les situations par lesquelles tu es passé, qu'est-ce que tu referais différemment si tu reviens à tes 18-20 ans ou tu es en début de carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais avec cette maturité que tu as acquise au fil de l'eau? Pas grand-chose. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller encore plus haut ou non, en fait, ça s'est fait, C'est difficile de répondre à cette question parce que tu te dis, bon, voilà, tiens, par exemple, je pense à ça, un point négatif de ta vie où tu as fait confiance à une personne et cette personne t'a trahi. Ok. Mais c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Ah oui, voilà, et en fait, s'il n'y avait pas eu cette expérience-là, tu n'aurais pas eu l'expérience de après, etc. etc. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Donc non, il ne faut pas vouloir refaire. Non, je ne pense pas qu'il faille vouloir revenir en arrière. Simplement, la question à se poser, et c'est ce qu'on vit dans Harvey tous les jours, est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis efficace ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que je suis motivé pour le faire ? Et est-ce que j'ai l'énergie ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est tout. Et la réponse, pour moi, comme pour Marie, comme pour David, c'est oui, oui, oui et oui. Et on s'éclate. Et c'est pour ça que le fait d'avoir donné du sens, tu vois, d'avoir donné du sens à notre activité business, mais ça te donne une énergie qui est incommensurable avec un truc classique. Ouais. Tu vois, si je suis dans une boîte où on va construire des résidences, bon, très bien, et on va les gérer, super, on va les vendre, voilà, c'est bien, bon, on va faire un chiffre d'affaires, etc. Et il n'y a pas d'âme. Mais non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est on voilà, le voit sur les maisons de retraite. Mais oui, voilà, c'est bon, ok. Là, c'est pas, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, mais c'est assez inspirant, là, ce que tu dis, effectivement, c'est ne pas rester dans une situation qui ne nous inspire pas, parce que finalement, on a tous une place, on a tous un rôle dans cette société et dans ce monde, vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de soi-même. Et donc, si on arrive tous les matins à se lever avec cette énergie, cette passion, on peut déplacer des montagnes, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça fait toute la différence. Oui. Ça fait toute la différence. L'état d'esprit dans lequel on est pour aborder ce que tu disais tout à l'heure, les problèmes, c'est complètement différent. Quelqu'un qui va avoir un problème dans une situation, comme je viens de décrire, flat, où il n'y a pas d'âme, où tu construis, point, voilà, il ne se passe rien, tu fais comme les autres, etc. Mais tu ne vas pas du tout aborder la situation compliquée de la même manière. Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. L'engagement que tu auras pour dénouer ton nœud sera complètement différent. Et donc, tu n'as pas les mêmes sociétés, tu n'as pas les mêmes collaborateurs, tu n'as pas la même vie, en fait, dans ton boulot. Ce n'est pas les mêmes jobs, en fait. Ça n'a strictement rien à voir. C'est toute la différence dans ce qu'on fait, nous, dans notre boîte, Harvey, et ce qui peut être fait ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment vous avez fait ça ? Comment vous faites ça ? Mais c'est incroyable, vous êtes jeune, machin, etc. Mais... je viens de l'expliquer. On taffe et on est motivé. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et on aime ça, on se sent à notre place, on va au bout des choses, on est perfectionniste, on y réfléchit tout le temps, on se passionne, on est passionné de ce qu'on fait, on va dans le... Enfin voilà, c'est... Et tu te retrouves aussi avec une équipe à ton image qui te suit là-dedans, qui est motivée. C'est pas évident, hein. Ouais. C'est pas évident.
Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on continue à faire grandir cette structure et on y agrège des gens qui sont dans ce même move intellectuel. Mais c'est pas évident. Hein. Il y en a qui adhèrent pas. Il y en a qui sont pas formatés pour ça. Et on le voit au bout de 2 ou 3 mois, quel mois, 5 mois, 6 mois, et puis on se dit bon bah. Je disais, Voilà. j'ai eu la discussion après le podcast hier avec Romaric. Il me disait, ça grossit bien, Brix, comment vous faites? Et je lui ai dit, moi, le principal apprentissage en 2024, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui est très clivante. Mm. Clivante, ça veut dire que les gens peuvent tout de suite se positionner dans la société ou en dehors de la société. Parce qu'en fait, la culture de ta société ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Donc il faut que très tôt, tu puisses dire aux gens, voilà à quoi on ressemble et voilà ce sur quoi nous n'irons pas. Donc est-ce que ça te va? Et donc c'est pour ça qu'il faut être assez clivant par rapport à ça, un peu radical même, pour que les gens puissent tout de suite faire un choix de dire j'adore, c'est complètement l'état d'esprit dans lequel je me retrouve, ou non, ça c'est pas fait pour moi. Ouais. Et il y a des gens, alors surtout, il faut laisser un peu de temps aux gens aussi, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop où ils sont. Et il faut laisser infuser ou les laisser incuber le virus que tu as envie de leur donner. Et des fois, ça ne colle pas, quoi. Voilà. Tu m'as pas trop parlé là des anecdotes, David. Là, il me faut. Des anecdotes, je sais pas. Si tu n'en as pas sur tes associés, est-ce qu'il y a une anecdote dans ta carrière de judoka, toi, qui t'a particulièrement marqué? Oh, il y en a plein, il y en a tellement. Mais une anecdote, entre nous, c'est assez drôle. Parce que comme je suis le plus connu des trois, quelquefois, quand on se présente, évidemment, les gens sont plus attirés. Ils veulent te parler. Voilà, ils veulent. Bon, c'est comme ça, c'est naturel. Et que ce soit David ou Romain, ils s'en foutent complètement, ils ont bien raison, et moi aussi, le premier. Mais c'est naturel et c'est comme ça. On n'en a pas encore parlé ensemble, mais des fois, quelquefois, parce que les gens, bon, évidemment, enfin, ceux qui sont âgés, comme toi, savent que j'ai fait du judo, que j'étais champion olympique, etc., etc. Et quand je leur présente mes associés, parce qu'ils me parlent au début, je leur dis, ben voilà, David Inquel, Romain Godmer, qui sont aussi d'anciens athlètes de haut niveau, des judokas, et là, tu sens, ils ne le disent pas, mais tu sens dans le regard, ils font, ah ouais, ah bon, ah ouais, ok. Et là, tu fais, oui, il y a différentes catégories dans le judo. Vous avez des lourds, des légers, des... Non, je te crois pas. Ouais, c'est un peu... Ah ouais. Donc ça, c'est arrivé deux, trois fois. Ah oui, il regarde le gabarit. T'es sûr, c'est ça, il fait du judo. L'autre, ouais. il est en train de me trimballer déjà. Ouais, c'est comme quand tu vois un poids léger à la boxe. Mais t'es sûr qu'il boxe, le mec? C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. On n'en a jamais parlé, mais j'ai noté dans le regard des gens une petite zone d'incertitude. C'est vrai que toi, tu étais connu dans le judo. Là, on a Teddy Riner. À chaque fois, c'est les poids lourds qui sont souvent c'est un peu l'image, tu vois. Exactement. Je devrais pas la faire, mais tu vois, ce matin, je disais à un de mes amis que je te voyais, qu'on allait faire un podcast ensemble. Il m'a sorti une blague de merde. Je voulais savoir si on te l'avait déjà faite. Et il me dit, ah, tu savais que David, il était ingénieur? Et je lui dis, bah non, je savais pas. Bah si, il a fait l'école 10 ponts et chaussées. Ah oui? Non, parce que je la connaissais pas, celle-là. Je la connaissais pas. Voilà. Donc, il est créatif. Mais il n'a pas tort. Quand tu fais l'école du haut niveau, tu deviens un ingénieur de ta propre structure. Et moi, ce que j'ai remarqué au fil des années, après avoir rencontré autant de personnes, quels que soient les milieux, au bout du bout, je me suis rendu compte que les personnes qui excellent dans un domaine, ce sont sont pas les personnes les plus cultivées, celles qui ont fait tu vois, alors s'il y en a, hein, attention, hein, mais en réalité, la qualité la plus importante, le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est qu'en réalité, elles ont d'abord appris qui elles étaient à travers leur zone d'apprentissage, leur première zone d'apprentissage, que ce soit dans une université, sur un tapis de judo, où que ce soit. Voilà. C'est ça, en fait, le truc. On en revient un peu sur, quand tu dis la connaissance de soi-même, Ouais. c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis à ma Et place? ça, tu vois, si je devais faire une réflexion aujourd'hui un peu globale, c'est le seul reproche que je ferais à notre système éducatif, en fait. C'est-à-dire qu'on a des systèmes éducatifs, de base, hein,
qui au moins jusqu'au collège, parce qu'après, tu vois, les gens font leur choix, mais en tout cas de 3 ans jusqu'à ta 3e, il devrait y avoir en tout cas un cycle de formation, d'apprentissage de la personne, de qui on est, quoi. Et ça n'existe pas. Voilà. Donc le sport est bien pour ça, parce que ça te force à... c'est implicite. C'est-à-dire que si tu ne fais pas la démarche de savoir qui tu es, de regarder dans une glace, de savoir... Bon, donc tu ne peux pas progresser. Donc tu es obligé de le faire. Mais pour celles et ceux qui, malheureusement, ne font pas de sport, ou ne font pas suffisamment, bah, ça doit être compliqué, tu vois, de s'apprendre. Et c'est ce qui manque. Ouais. S'apprendre. C'est pas apprendre, c'est s'apprendre. Non, effectivement, le système éducatif tel qu'il est conçu en France... Il est fait que pour apprendre, mais il est important de s'apprendre. Si tu t'apprends toi-même, tu vas aller beaucoup plus vite après. Tu vois. Et c'est souvent des gros événements de vie aussi qui permettent d'avoir des accélérateurs. Bien sûr. Le nom de marque Harvey, il y avait une... Je ne veux même pas en parler. Tu veux pas en parler? Non. Donc il n'y a pas de... Tu veux pas en parler parce que... C'est une anecdote. C'est une anecdote. Non, mais des fois, c'est bien d'avoir des noms qui... Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais tu vois, quand ça ne veut rien dire, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Oui, c'est un peu ça. Ça peut avoir... C'est un peu ça. Yeah. C'est le trip de David de Romaric sur une série qui s'appelle Suits, dans laquelle il y a un type qui s'appelle Harvey qui résout tous les problèmes. Ils sont fans de ça. Donc, pour eux, c'était évident qu'on l'appelle Harvey. Moi, j'ai trouvé que ça sonnait bien, ça me suffisait. Ouais. Voilà, il y a un petit côté un peu anglo-saxon, un peu machin. J'ai regardé la série un peu. C'est vrai que c'est marrant. Le mec est assez marrant. Mais voilà, bon. Ouais. Et voilà comment c'est né. Et puis après, quand le nom il est chopé par tout le monde, voilà, ça devient... Donc à l'anglaise, c'est Harvey. C'est ça. Oui, ça marche. Et Harvey. Et en savoyard, ça veut dire au revoir. C'est vrai. Harvey. Oui. Comment vous voyez la société dans 10 ans? Est-ce qu'il y a des branches qui peuvent être créées, par exemple... Non, mais l'exploitation va devenir... L'hébergement des seniors, ouais. Est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, on est en phase de construction, etc. Mais Harvey est d'abord et avant tout une société d'exploitation. Et on a fait de la promotion et de la construction pour avoir le meilleur produit à exploiter. Oui, c'est ça. Là, je vais le détailler, mais effectivement, on en parlait déjà avec Romaric. C'est de dire que vous vous occupez de la construction pour être sûr de la qualité des centres qui vont être... Mais votre objectif, c'est pas de conserver forcément l'immobilier, donc vous le revendez rapidement à des investisseurs qui deviennent propriétaires. Par contre, vous gardez l'exploitation pour toujours garantir ce niveau de service. C'est une marque. Et c'est une marque. Oui. Et donc, ce qui fait que les salariés qui seront dans les centres Harvey et qui seront opérationnellement au contact de ceux qui louent, de ceux qui utilisent les services, que ce soit le restaurant, le coworking, les appartements, ça sera des employés de chez Harvey. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc après, on peut imaginer que là, ça commence avec des appartements plutôt pour les étudiants, pour les saisonniers, mais il peut y avoir toute typologie de public accueilli là-dedans. Absolument. Complètement. Ok. Ouais. J'ai déjà pas mal de copains quinquas qui sont dans leur deuxième vie sentimentale, qui me disent faut que tu nous fasses quelque chose que pour nous, on aimerait bien vivre en célibataire. C'est joliment dit, ça, ma deuxième vie sentimentale. On peut tout imaginer après. Ouais. On peut tout imaginer. Le nerf de la guerre, c'est l'âme de l'établissement. Et c'est pour ça que Harvey, l'exploitation, etc., en fait, c'est l'âme de notre envie de créer et d'être des entrepreneurs, en fait. Voilà. Le reste, ce n'est que le cadre, l'architecture, l'accessoire. Voilà. Mais c'est l'humain le plus important. Ça, on l'a bien compris. Et en plus, ça se dégage vraiment de toi. On sent que tu es vraiment aligné avec ça. Tu vois, c'est pas un discours marketing de façade. Vraiment, ça transpire. Ouais. Si les gens ne l'ont pas capté, en tout cas sur la caméra, moi, j'en témoigne. Merci, David, pour ton temps. Si tu as un dernier mot de la fin, que ce soit autour du projet, que ce soit pour encourager les gens à entreprendre leurs rêves, tu vois, qu'est-ce que tu dirais ? Avoir du sens dans sa vie, c'est
c'est d'être aligné avec ce qu'on est, quoi. Voilà. Et je suis persuadé que beaucoup de gens que je ne connais pas et que je suis très content de connaître sont déjà ou seront alignés par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Et je suis sûr que si c'est ça, on aura plein de choses à dire et plein de choses à faire. Ok, C'est ça qui est bien. investissez 10 euros, même si vous savez que l'investissement est un risque, comme je l'ai déjà dit, et comme ça, on aura l'occasion de boire un verre autour de la piscine à Biscarros lors de l'inauguration du projet. Merci à tous, merci pour ton temps, Merci. David. Et on se voit en début de semaine, donc dans quelques jours pour le financement. Ça va être une super réussite pour moi. Donc très content de vous accompagner sur cette opération. Avec plaisir. A plus, salut tout le monde.